j'insiste sur les risques fiscaux. Voilà. Hein. Ma bonne parole, c'est les motivations économiques doivent l'emporter toujours sur les considérations fiscales. Pour moi, c'est la règle. Et ma pratique, c'est d'inscrire les motivations économiques dans les actes qui sont susceptibles d'être vus, notamment par l'administration. Donc, alors j'ai mes études patrimoniales, certes, ou les motivations économiques, mais ce document-là, c'est entre mon client et moi. Donc, si on passe commande pour des statuts, par exemple, ou pour des donations manuelles, ou pour des packs du trail, à chaque fois, j'inscris les finalités de la création de la société. Vous voyez, quand je fais une holding, tout ça, eh bien, je mets le schéma d'ensemble. Il m'arrive même d'expliquer que le problème de ce schéma-là, c'est les économies fiscales qu'il est susceptible d'entraîner. Et j'écris tout ça. Hein, et alors je ne dis pas comme ça, je présente mes excuses. Voilà. Et pour participer à une bonne citoyenneté, eh bien, je vais éviter de recourir à d'autres dispositifs fiscaux tels que le démembrement de propriété, par exemple. Voilà. Vous voyez ? Bon, voilà. Alors là, je fais du off. Ici, je coupe l'enregistrement. Juste une question. Oui. Si on pose ce qui est comme ça, pour mettre les motivations économiques, souvent on a un avocat fiscaliste en face ou un notaire, quand on va lui dire de mettre ça, lui, il s'en fout complètement de mettre ça dans les statuts. Et nous, en tant que conseillers, comment on peut faire pour se protéger ? Est-ce qu'on le met dans l'analyse patrimoniale, mais comme vous dites, l'analyse patrimoniale reste entre le client et nous. Ah oui, mais j'ai pas ce problème-là parce que les risques fiscaux, utilisation abusive et abus de droit. On a principalement deux risques, l'utilisation abusive et l'abus de droit fiscal. Et les deux pénalités peuvent se cumuler. Décision favorable au contribuable, donc risque fiscal, les procédures d'utilisation abusive en matière d'IS qui visent les régimes Murphy, les régimes de participation, les régimes de l'intégration fiscale, des fusions. Et le deuxième risque, c'est la procédure de l'abus de droit fiscal pour but principalement fiscal. Et quelles sont mes recommandations ? Et on verra l'entreprise acte anormal de gestion, l'abus de biens sociaux, qui présente aussi des risques. Et je recommande toujours de partir des objectifs de la personne. Toujours. Ce sont mes premières questions, les objectifs. L'utilisation abusive, l'abus de droit fiscal, donc attention aux avantages fiscaux. Alors, j'y vais jamais, je ne vois rien dans la pratique de mon métier. Donc, les avantages fiscaux, en fait, plus vous dépensez, on vous fait croire que plus vous gagnez de l'argent. Donc, c'est l'abonnement SFR. Plus vous prenez d'abonnement, plus votre réduction sera forte. Et je vous ai rajouté celui d'Amazon Business, qui date d'il y a 15 jours. Acheter plus, économiser plus. Elle est bonne, quand même, celle-là. Bon, enfin voilà. Bon. Et les avantages fiscaux, c'est la même chose. C'est la sortie, il faut regarder, quoi. Mais souvent, le problème du chef d'entreprise, comme il n'a pas de projet, ça va être la fiscalité. Je vais vous dire, moi, je n'ai pas de clients qui viennent me voir pour réduire sa fiscalité. J'en ai pas. Et si c'est vraiment ses objectifs, ça peut arriver. Eh bien, je réponds, j'étais heureux de faire votre connaissance. Je ne prends pas. Pourquoi ? Parce que mes motivations économiques ne l'emporteront jamais sur les considérations fiscales. Donc, j'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ma mission de vie, c'est de rendre les personnes heureuses. Alors, si réduire la fiscalité, ça rendait les personnes heureuses, ça se saurait. Bref, ce n'est pas mon champ d'activité. Par contre,
aider la personne à identifier ses projets et ses objectifs, ça oui. Et c'est très surprenant de rencontrer combien de personnes n'ont pas d'idée sur ce qu'ils veulent faire dans la vie. Le chef d'entreprise, il vient vous voir souvent parce qu'il va vendre son entreprise ou va se retirer. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous aurez vendu votre entreprise? Oh, ben j'ai voyagé. Ah ouais, creusez tout ça et posez les bonnes questions. Parce que, vraiment, après, il va vous dire merci. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné une vision de la vie auquel il n'avait jamais préparé. Parce que le lien affectif, la rupture est brutale avec la rupture du lien de l'entreprise et il ne sait plus quoi faire. Et bien souvent, il va mourir assez vite. Sauf si, le mieux c'est de rencontrer monsieur et madame et de voir quels sont vos projets ensemble. Voilà. Ou chacun séparément, ça peut arriver aussi. Sinon, vous allez vous retrouver toujours avec la fiscalité. S'intéresser à la personne, sincèrement, je dis que le chiffre d'affaires est la mesure du service rendu. Il ne faut pas courir après le chiffre d'affaires, il faut courir après la satisfaction du client et, en principe, voilà, pour les remerciements, ça va être le paiement de vos honoraires. Décision favorable aux contribuables concernant le risque fiscal. Alors le principe est toujours affirmé, mais quand même il est souvent atténué. Le contribuable est libre de choisir entre deux solutions comparables la voie qui est la moins imposée. Donc jurisprudence constante, CE c'est Conseil d'État, mais atténuation quand même, notamment on a vu encore récemment une jurisprudence sur l'utilisation abusive de la soulte de parité d'échange. Le juge va toujours rechercher la motivation économique dans les opérations. Deuxième décision favorable, l'administration ne peut pas se prévaloir de sa doctrine pour justifier les impositions contestées par un contribuable. On peut toujours contester la doctrine fiscale. Le contribuable bénéficie d'une garantie contre les changements de doctrine, sauf en cas d'abus de droit fiscal. Pour la qualification, celle-là j'aime particulièrement, pour la qualification en abus de droit fiscal, l'administration doit apprécier l'architecture d'ensemble du schéma mis en place par un contribuable. Ça veut dire, voilà, je me place toujours, alors c'est ma démarche, je suis fait comme pour ça, je me place toujours dans une approche globale, j'aime pas l'approche globale en gestion de patrimoine, mais dans une approche générale, et si dans cette approche-là, j'ai une opération qui procure des économies fiscales, j'y peux rien. J'y peux rien. C'est le schéma d'ensemble, l'organisation juridique qui entraîne ponctuellement des avantages fiscaux, mais c'est celui qui correspond le mieux à comment assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Bien souvent, la motivation économique première, c'est favoriser la pérennité de l'entreprise familiale ou du caractère familial de l'entreprise. Ça figure pratiquement dans toutes mes propositions, dans toutes les motivations économiques. Critères d'appréciation globale et non détail. Donc ici, c'est le détail de la jurisprudence. Donc plus vous avez une vue transversale de l'ensemble du patrimoine, plus vous avez des motivations économiques qui doivent l'emporter systématiquement sur les considérations fiscales. Deuxième point, risque fiscal, abus de droit fiscal, utilisation abusive. Donc les mesures qui visent à réprimer le but exclusivement ou principalement fiscal. On a vu les deux dispositifs, l'abus de droit fiscal et l'utilisation abusive en matière d'IS. Et quels sont les délais de reprise et de prescription. Procédure de l'abus de droit fiscal, donc dès lors que le but est principalement fiscal, ou si l'acte est fictif, l'abus de droit fiscal par simulation. Et on peut avoir les deux punitions qui se cumulent, l'abus de droit fiscal et la clause anti-abus en matière d'IS. Ça fait mal, puisque les deux peuvent être à 80% de pénalité, plus les intérêts de retard.
Donc, voilà. Ça peut faire très mal. Alors, la clause anti-abus en matière d'IS, elle est moins connue parce qu'aujourd'hui, moins pratiquée par l'administration. Mais j'y suis très attentif. Et on verra dans quel cas on peut se placer sous ce risque-là et comment l'éviter. Le but principalement fiscal, abus de droit fiscal pour fraude à la loi, qui vise le but exclusivement et le but principalement fiscal. Voilà le texte. Le motif principal. Donc, à chaque fois, soyons attentifs à ce que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Motivations économiques, et on a vu aussi les motivations morales, humaines, non critiquables. Et le but principalement fiscal. Ou l'acte est fictif, abus de droit fiscal par simulation. Et je vous ai mis ici un exemple de société fictive, fonctionnement défaillant. Absence de volonté de s'associer, pas de comptabilité. Attention, aux sociétés civiles notamment. Alors, en deux mots, les sociétés civiles à l'IR n'ont pas l'obligation de tenir une comptabilité, sauf exception, mais il y a l'obligation du rapport annuel de gestion. Pas de réunion des organes sociaux. Là aussi, dans mes statuts, j'évite toujours, ce qui est tout à fait possible, notamment pour la société civile et la SAS, d'écarter les organes sociaux. Les AGO, les AGE ne s'imposent pas, ni pour la société civile, ni pour la SAS. C'est une invention, des habitudes. Confusion entre l'activité personnelle du dirigeant et celle de la société, non-paiement effectif du prix d'acquisition, absence d'autonomie financière suffisante et absence de toute activité économique réelle. Jurisprudence constante. Conséquence de la fictivité de la société, nullité pure et simple de la société, nullité pour l'avenir, nullité inopposable aux tiers de bonne foi, et en cas de procédure collective, l'extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux associés. Ça fait mal. Donc voici, alors, pour les références, pour accéder aux références, alors je suis sur LinkedIn, et puis là, je vous ai mis récemment le rapport annuel 2023 du comité d'abus de droit fiscal. Donc, et vous avez les liens ici pour accéder justement, notamment aussi à tous les rescrits. C'était intéressant de voir tous les rescrits depuis 2012 pour voir où est la ligne à ne pas franchir, la ligne blanche. Et exemple du comité d'abus de droit fiscal, choisir l'IS n'est pas constitutif de l'abus de droit. Je dis ça parce que j'ai eu le cas là. Mais vous auriez dû opter pour l'IS. Je dis pardon. Ça veut dire que je n'ai pas opté pour l'IS, donc je suis sous le risque de l'abus de droit fiscal? Non. Voilà. Abus de droit car la société est fictive, dépourvue de toute substance économique et créée à seule fin de bénéficier des dispositions du 238 bis K du Code général des impôts. C'est quoi ce dispositif? C'est quand, par exemple, j'ai une société civile à l'IR où la mère, j'ai un associé à l'IS. À ce moment-là, la fiscalité de la société à l'IR pour la part des bénéfices sociaux qui sont laissés à la disposition de la société à l'IS suivent les règles de l'IS. Donc, on suit les règles de l'IS tout en étant à l'IR. Vous voyez, c'est un peu le parallèle, mais rien à voir. Pour moi, les effets fiscaux, mais pas les effets économiques, sont un peu similaires au démembrement de l'usufruit temporaire. Mais à chaque fois, il faut donner une vie sociale à la société. Ici, pas d'abus de droit fiscal. La société civile n'est pas dépourvue de toute substance économique et répond à des préoccupations familiales et patrimoniales. Alors, dans tous mes statuts, j'ai le préambule parfois, et puis tout de suite, j'ai la rubrique finalité de la société. Voilà.
et j'explique pourquoi la société est créée. Et j'insiste sur toutes les motivations économiques. Protéger le dirigeant d'entreprise, le fondateur de la société, vous voyez, dissocier l'avoir et le pouvoir, faciliter la transmission de l'entreprise. J'ai bien souvent, parfois, une page de motivation économique. Et la deuxième punition, après l'abus de droit fiscal, pour but principalement ou exclusivement fiscal, c'est la procédure de l'utilisation abusive en matière d'IS. Donc, intégration fiscale, régime Murphy, régime des titres de participation. Avec là aussi pour conséquence une pénalité de 40%, voire de 80%, qui peut se cumuler avec l'abus de droit fiscal. Et deux conditions doivent être cumulativement réunies pour écarter l'utilisation abusive. Bien, il faut toujours une justification économique. Vous voyez l'importance de la justification économique. Et l'objectif principal économique aussi pour échapper à la procédure. Si vous avez un montage sans justification économique et qui a pour objectif principal, là encore, de réaliser des économies fiscales, eh bien, vous êtes susceptible d'être puni. Donc voilà ma règle. La règle, alors c'est une règle bien sûr qui s'impose dans la pratique de notre métier, mais chez moi, c'est l'ADN. Ça fait partie de ma démarche, quoi qu'il arrive. Voilà. Ma mission, c'est d'assurer la pérennité de les entreprises françaises et le développement et la satisfaction de mes clients. Pas d'obligation d'exercer une activité commerciale pour bénéficier des avantages du régime Murphy, du régime des titres de participation ou du régime de l'intégration fiscale. Voilà. Eh bien, peuvent être aussi viser les structures de détention patrimoniale, d'activité financière, donc les sociétés civiles aussi. Et donc, voici le texte ici de l'utilisation abusive en matière d'IS. Encore l'objectif principal. Donc, avoir toujours des motifs commerciaux valables. Prescription, délai de reprise. Pendant le délai de reprise, l'administration peut corriger les omissions et inexactitudes dans l'établissement ou le paiement de l'impôt. Et voilà le délai de reprise, 3 ans, qui peut être porté à 6 ou 10 ans. Donc 3 ans, régime de droit commun. Droit d'enregistrement IFI, délai porté à 6 ans en l'absence de déclaration ou d'acte présenté à l'enregistrement. Et en IR/IS en matière également de TVA ou de CFE, eh bien le délai peut être porté à 10 ans. Ma recommandation, eh bien la gestion de patrimoine, c'est une balance dans laquelle la motivation économique doit l'emporter, doit peser beaucoup plus lourd que le risque fiscal. Donc plus j'appuie sur les motivations économiques, plus le risque fiscal s'éloigne, est léger. Et ma pratique, c'est d'inscrire tout en amont et non pas de vouloir expliquer a posteriori. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais été, sauf une fois, importuné par l'administration. Tout est écrit dans mes actes et parfois, souvent, c'est déposé auprès de l'administration. Donc, une approche centrée sur les objectifs du client et non pas une approche fiscale. Donc, mes questions à l'entrée, c'est quels sont vos projets de vie, ou si vous préférez, quels seront vos objectifs à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que, quelquefois, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas dans la vie.
Vous ne pouvez plus travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, des questions comme ça, aussi également par la négative, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut, mais parfois on sait ce qu'on ne veut pas. Il va en découler l'organisation juridique du patrimoine et donc ensuite les conséquences fiscales de cette organisation juridique qui donne les meilleures chances d'atteindre les objectifs. Donc dans mon plan de l'étude, eh bien, je vais respecter cet ordre-là. Je commence toujours, non jamais par le patrimoine. D'ailleurs, si vous commencez par le patrimoine, le client il va sentir que vous vous intéressez à son argent. Moi, jamais. Je veux même vous dire que quelquefois, au premier entretien, j'ai aucune information sur le patrimoine. Je vais lui demander l'évaluation de son entreprise, ou des choses comme ça, mais sinon, je les aurai peut-être ensuite par courriel. Mais je ne m'intéresse pas au patrimoine au premier entretien. Je m'intéresse à la personne, à ses objectifs, à sa situation. Bien souvent, je vais lui donner même la solution, mais assez rapidement, en fonction des objectifs, mais pas selon l'importance de son patrimoine. Sinon, c'est l'approche fiscale, c'est réduire la fiscalité. Je vais faire un montage que je vais tenter d'expliquer a posteriori. Du style l'usufruit temporaire, par exemple, la cession d'usufruit temporaire à la société. Bon, pour moi, ça, c'est un montage. Vous voyez, je parle de schéma juridique, d'une part, et l'autre, les montages fiscaux. Un montage fiscal, ça se démonte. Une structuration juridique. C'est pour ça que je n'ai pas de clients. Ça, c'est pas un bon business model. Ça veut dire que, bien souvent, j'ai des clients, je fais une étude patrimoniale, et puis après, je donne la possibilité de faire appel à mes services pour les mettre en place. Je suis complètement autonome. Je ne crois pas du tout à l'interprofessionnalité. Mais vraiment pas du tout. Ça ne m'a jamais attiré les affaires. Au contraire. Ça me l'a tous piqué. Surtout si le client est un peu attaché à un titre, par exemple. Bon. Donc, moi, je refuse toujours de travailler en interprofessionnalité. Bon, j'ai cette chance-là de pouvoir être transversal, donc moi-même, tout seul. Mais si vous travaillez en interprofessionnalité, chacun y va de son grain de sel, de ses croyances, et personne n'écoute le client. Et donc, vous allez à l'encontre, bien souvent, des propositions faites par les autres. Et donc, le client, il ne sait plus. Et puis, le CGP, ça fait pas longtemps qu'il vous connaît. Alors que son expert comptable, c'est des habitudes qui vont prendre le pas. Très mauvais. Voilà. Donc, chez moi, c'est niette, tout simplement. C'est eux ou c'est moi. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas un renforcement des compétences. Alors, on peut se dire, ah oui, mais là, je suis pas bon, lui, il est bien, tout ça. Non, c'est pas grave. Chez moi, c'est en bac. Et si je connais pas une réponse, parce que je connais pas tout, je dis, ah, ça, c'est mon domaine d'incompétence. Tout simplement. Voilà. Et sinon, si c'est une approche fiscale, vous encourez le risque de l'abus de droit fiscal et de l'utilisation abusive en matière d'IS. Donc, en plus de ces deux risques-là, pour l'entreprise, on a le risque de l'acte anormal de gestion et de l'abus de biens sociaux. Donc, voici l'acte anormal de gestion, l'acte intentionnel qui met une dépense ou une perte à charge de l'entreprise ou qui prive cette entreprise d'une recette sans que l'acte soit justifié par les intérêts de l'exploitation. Qui conduit ce risque-là à une double imposition au sein du groupe. Les bénéfices de l'entreprise sont rehaussés du manque à gagner et le bénéficiaire est imposé sur les sommes perçues. Et l'abus de biens sociaux, ça c'est la prison, donc vaut mieux éviter, et l'amende de 375 000 €. Bon, c'est par exemple la société de forme commerciale qui prête à ses associés personnes physiques, par exemple. Les comptes courants débiteurs. Alors, les comptes courants débiteurs sont strictement prohibés pour les sociétés LIS de forme commerciale, mais ils sont totalement autorisés pour les formes civiles. Donc, pour les sociétés civiles, il n'y a pas de notion d'abus de biens sociaux. Il peut y avoir la notion d'acte anormal de gestion, mais pas celle d'abus de biens sociaux.
Ce qui fait que parfois, c'est un critère important pour le chef d'entreprise, pour la forme juridique de sa holding. Voilà. Si il pense qu'à un moment donné, il peut être nécessaire que la société holding LIS puisse faire des avances à lui-même ou à ses associés, il faut impérativement que la forme soit civile. Voilà le compte courant débiteur et habits biens sociaux. Société commerciale, prison. Voilà. Société civile, pas prison. Donc, toujours partir des objectifs. Alors, je vous ai mis quelques objectifs ici, hein, mais je vous invite à personnaliser complètement les objectifs. Souvent, on vous dit comment constituer un patrimoine, comment valoriser un patrimoine, puis comment transmettre et mourir. Ah, elle est belle la vie, tiens. Non. Donc, je vais creuser tous les objectifs. D'ailleurs, très souvent, enfin, c'est pas très souvent, c'est systématiquement, j'invite, parce que souvent le chef d'entreprise, c'est monsieur encore, hein, eh bien, j'invite au premier entretien son conjoint. Voilà. Enfin, je lui propose qu'il fasse venir son conjoint. Et souvent, il dit « Ah bon, pourquoi ?» Je dis bah, « Écoutez, parce que on va parler philosophie. On va parler question de vie. » Et donc « Ah, mais elle n'y connaît rien. » Je dis « Justement. Justement. » Et ça m'est arrivé bien souvent que monsieur qui connaît tout, c'est le chef d'entreprise, eh bien, madame était derrière, et puis tout d'un coup, c'est madame qui vient sur le premier écran, comme ça. Pourquoi? Parce que les objectifs de vie. Vous vous retrouvez tous les deux tout seuls, vous faites quoi ensemble? Alors que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés parce que lui c'est un work alcoolique et puis elle a des passions ailleurs. Donc si c'est pour poursuivre comme ça et que monsieur rentre à la maison pour qu'il emmerde sa femme, c'est pas forcément la bonne affaire. Hein. Donc voilà. Donc je l'aide à réfléchir sur quels sont ses projets. Les objectifs. Donc voici quelques objectifs, mais ici standardisés, donc toujours personnalisés, vraiment plongés au cœur des familles. Donc choisir la structure sociétaire, créer le développement de l'entreprise, comment financer la croissance, constituer un patrimoine privé, équilibrer patrimoine privé, patrimoine professionnel, ça on va le voir, protéger le patrimoine privé, mesures de protection juridique, obtenir des liquidités, le cash-out, à transmission de l'entreprise, garder les pouvoirs. Je vous ai dit que parler de transmission de l'entreprise au chef d'entreprise, c'est le faire mourir. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas parler à vous, pensez à la transmission de l'entreprise. Bon, j'ai un chef d'entreprise, il me dit « Ah, c'est con de chez… » Puis il me cite le cabinet d'avocat. Il me dit « Transmettre pas que du travail. » Et moi alors? Je dis « Oui. Asseyez-vous. Je vais faire plus qu'eux. Vous allez pratiquement tout donner à vos enfants. Mais vous allez garder tous les pouvoirs, toute la jouissance et, si vous voulez, pratiquement tous les revenus. » Et donc, après, ça ouvre les champs. Il y a plein de chefs d'entreprise qui ignorent qu'on peut dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers. Vous leur dites ça et ils disent « On peut faire ça ?» Oui, on peut faire ça. Les actions de préférence ou dans les sociétés civiles. On m'en a jamais parlé. Et il y en a plein qui disent « oui, finalement, c'est bien ce que vous me dites. » Pourquoi? Parce que il est plus agréable de donner que de recevoir. Donc, finalement, je donne, je me fais plaisir, mais je ne donne rien, en fait, puisque je ne transmets que le capital, mais je garde les pouvoirs, les droits financiers, la jouissance. Donc, et j'ai plus les ennuis de l'IFI, tout ça, c'est plus pour moi. Voilà. Et j'ai tout transmis. C'est ça que vous me proposez, et avec le dispositif du travail, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde, voilà, tous les chefs d'entreprise, vous attirez tous les chefs d'entreprise avec ça. Hein. Mais si vous leur dites sec, transmission d'entreprise, vous visez à peine un client sur 10.
Si vous dites on peut transmettre et garder, alors il ne faut pas dire, c'est bon, c'est un peu réducteur, hein, quand je dis donner et garder, non, on ne peut pas dire ça. Parce que donner, c'est donner. Voilà. Non, mais je donne le capital, mais vous gardez le pouvoir, le droit financier et la jouissance, ça, tout le monde veut bien. Hein. Tout le monde veut bien. J'en ai un qui s'est dit non, non, moi je veux l'argent sur mon propre compte bancaire. Un seul. Ben oui, et quand il a vendu, ben, il a payé l'impôt sur la plus-value. Après, ben, les enfants vont payer les droits de mutation. Et puis à l'époque, c'était l'ISF, mais il prenait l'ISF pour tout le patrimoine qu'il a vendu. Alors que s'il avait donné, l'ISF aurait été la problématique de ses enfants. Et donc il est parti vouloir vivre à l'étranger. Ça s'est mal passé. Bon. Vendre, obtenir des liquidités dans les meilleures conditions fiscales. La plupart du temps, vous savez comment ça se passe. Hein, le chef d'entreprise, on lui propose un bon prix, donc il vend. Et après, il meurt. Et après, les enfants sont pleinement taxés au droit de mutation à titre gratuit. Non! Non, non, non. Donc, le Dutreil, oui, mais avant le Dutreil, ben, si on a eu la présence d'esprit d'associer les enfants à la naissance, à l'entreprise. Et il n'y avait plus de nécessité de faire un pacte Dutreil. On a transmis, on a économisé déjà une génération de droits de succession. Et on peut encore, grâce aux techniques, on le verra, de libéralité graduelle ou résiduelle, encore réaliser une génération d'économie fiscale. Vous vous rendez compte? Ce qui frappe le plus en imposition, ce sont les droits de mutation à titre gratuit. C'est sûr. Faut être fou pour vendre. Alors, si j'ai pas d'enfant, ouais, vendre, d'accord. Si j'ai pas d'héritier, si je veux pas transmettre, la meilleure solution, c'est de vendre. Mais autrement, la plupart des clients sont motivés par la transmission. Donc, faut soit associer les enfants le plus tôt possible au capital, mais ça ne se fait pas, c'est pas bien. Bon. J'ai même des grands de family officers qui sont même à l'étranger, même sur elle, vous donnez à des enfants mineurs? Je dis oui, alors. Voilà. Mais, voilà, à un moment donné, j'ai fait de l'agronomie tropicale. Et quelquefois, le client le sait, et puis il me demande, même sur elle, entre le lien de l'agronomie tropicale et ce que vous faites maintenant. Je dis, c'est pareil. L'agronomie tropicale, eh bien, il faut vraiment aider les personnes à planter du sorgho et après mettre des barrières pour protéger contre les hyènes. Eh bien, le chef d'entreprise, c'est pareil. Plus il y a de l'argent, plus il y a des hyènes qui tournent autour, eh bien, plus il faut le protéger contre les hyènes. Donc, mon métier, c'est de protéger contre les hyènes qui rôdent autour de vous. Donc, j'ai des statuts complètement blindés, enfin, voilà, quoi. Et quand ils voient ça, donc c'est vrai que quelquefois, il y en a qui disent « Oh, monsieur Royal, vous êtes cher. Hein, les statuts, je les facture ça dépend entre 6 000 et 10 000 euros. Ça va dépendre de la complexité, mais quelquefois, ça me prend plusieurs jours pour les rédiger. Hein. C'est du sur-mesure. Hein. Et dedans, il dit « Ah, mais... » Et il y en a qui me disent « Monsieur Royal, j'ai été secrétaire général de plusieurs grands groupes français. Hein. Eh bien, les statuts que vous faites, là, j'ai jamais vu ça. Jamais. » J'ai récemment un greffe qui a refusé de m'inscrire en disant « Tiens, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. » Et j'ai passé la nuit à lui répondre. Et puis le lendemain, il me dit « Ça y est, votre société est inscrite. Hein. » Tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Et deuxième principe, il n'y a pas de nullité sans texte. Voilà, la règle. Donc ça, c'est mes deux grands principes pour répondre à ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, Zara? Vous parlez d'associer des enfants mineurs dans une société commerciale. On parle bien d'une donation ou nue propriété. Ou ça peut être aussi en PP. Ah oui, en pleine propriété. Chez moi, c'est la règle. D'accord. Ah oui, surtout. Pourquoi? La question? Parce que j'ai un cas donc sur un apport dans une holding. Et justement, c'est prévu de faire la donation du titre par la suite à un enfant mineur. Oui. Alors, dans cette situation, donc vous êtes en apport-donation. Oui. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, je recours souvent au démembrement de propriété. Mais faites attention, hein. L'usufruit revient
le dividende revient en principe à l'usufruitier. Oui. Donc regardez si le client il a besoin d'argent. Pourquoi recourir au démembrement de propriété? Voilà. Allez-y. C'est une société qui est en train de se développer aujourd'hui, donc tous les ans, ça prend de la valeur. Et comme c'est un enfant unique, l'objectif, c'est en fait de commencer à transmettre pour ne pas être surpris par la suite. Oui, c'est bien. Et pourquoi il fait un apport? Pour ne pas payer de la plus-value aujourd'hui. Pardon? Parce que il fait un apport parce que, ouais. En fait, pour ne pas faire une donation directe au niveau de la société commerciale. Pourquoi? Je sais pas. Ah ben voilà, merci. Vous voyez qu'à chaque fois, posez toujours la question du pourquoi. Pour moi, c'est la question essentielle. Tout le monde est dans le comment. Comment apporter, comment faire ceci, comment faire cela. Personne n'est dans le pourquoi. Il y a deux questions que je vous invite à poser, toujours aux spécialistes, notamment, pas toujours, mais même dans la vie, hein. C'est pourquoi, et deuxième question, quel est le texte? Quel est le texte, quelle est la jurisprudence? Parce que sinon on rentre dans des dogmes. Ah, ça c'est de l'abus de droit. Oui, j'entends. Quelle est la décision? Quel texte? Et j'ai jamais le texte. Je l'obtiens jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, encore des croyances. Donc, encore une croyance qu'on ne peut pas demander pourquoi. Mais on peut très bien associer un enfant, y compris mineur, au capital de la société opérationnelle. C'est même bien plus intéressant. Au plan... je vais vous donner l'exemple tout de suite, d'ailleurs. Moi, souvent, je fais détruire le holding. Donc, je fais à l'inverse d'un apport, donation, cession. Souvent, je conseille que les enfants soient directement propriétaires, non pas de la société holding, mais de la société opérationnelle. Surtout le dirigeant, évidemment. Hein. Alors, la holding peut être une très bonne solution pour éloigner des investisseurs. Quand j'ai des personnes qui veulent faire du capital risque et qui veulent rentrer dans la société opérationnelle, je conseille le chef d'entreprise, quand c'est possible, mais souvent c'est le capital risque qui demande à entrer dans le capital, c'est de gros demandeurs, je leur dis, ne rentrez pas dans le capital de la société opérationnelle directement. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la bergerie, ça peut être le loup. Par contre, je propose toujours aux chefs d'entreprise de les éloigner dans une holding. Ils auront les pouvoirs de la holding, mais pas les pouvoirs directs sur la société opérationnelle. Ça change tout. Et voilà, par exemple, une stratégie fiscale. Attention, vous avez vu, c'est le cours. Stratégie fiscale. Bon, donc on est dans la fiscalité. Mais il faut toujours, en amont, appuyer par les motivations économiques réelles. Mais l'idée, c'est que je suis en train de le faire. Là. Voilà. Donc, je mets les enfants mineurs au capital de la société opérationnelle par une donation directe. Dans l'acte de donation. Donc ici, c'est moi qui l'ai fait. C'est le pacte adjoint au dos manuel. En général, je demande comme tarification entre 30 et 50% des frais du notaire. Le frais, c'est à peu près 1%, les frais de notaire, à peu près, pour les donations. Donc, l'enfant est mineur, je vais lui donner, mais je vais lui donner avec le 384 du Code civil. Je vais écarter l'administration légale. Surtout s'il s'agit d'une SAS. Parce que, dans le régime de l'administration légale, il faut quand même l'accord du juge des tutelles, même si les deux parents ont l'autorité parentale, il faut l'accord du juge des tutelles pour les actes importants sur les actions appartenant à l'enfant mineur. Donc pour la SAS. Donc j'écarte les règles d'administration et je mets comme condition, par exemple, je peux mettre comme condition
Donc on est dans la chronologie ici, l'inverse de ce que vous faites, ou de ce que les autres font. Eux, ils font de apport, donation, éventuellement vente. Eh bien ici, je vais vous proposer une chronologie. Je peux faire ça, hein, mais on verra dans quelles conditions. Et ici, vous êtes les contraintes de l'apport, en report d'imposition. Et moi, je vais faire l'inverse. C'est ce qui se passe pour mon client où j'ai les deux familles. Hein. La première famille, elle fait ça, celle qui n'est pas ma cliente, et la mienne, elle va faire ça. Un peu du mixte chez moi. Hein. Et je vais faire une donation en écartant les enfants mineurs, donc l'administration légale, sous condition d'apporter, donc donation, apport, mais à une société civile à l'IR, et vente. De donation, apport, vente. Et avec apport à une société à l'IR. Pourquoi? Parce que la donation, donc donation en pleine propriété, et si c'est un Dutreil, on va voir que le différentiel avec une donation en nue propriété, il est nul, puisque vous faites un Dutreil là-dessus, vous allez faire un Dutreil ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de projet de cession, c'est juste anticiper la transmission. Oui, mais il va falloir qu'il fasse un Dutreil. Enfin, ça dépend de la valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, après la valeur, la société se développe bien, donc aujourd'hui il est à peu près à 500 000. Elle a pris une valeur à 500 000 en 2 ans. Et l'objectif, en fait, c'est d'anticiper. Mais il y a un Dutreil à faire. Il y a un enfant. Oui. Il y a un abattement de 100 000 €, il reste quand même 400 000. 400 000 de taxables. Oui. Vous faites un Dutreil, vous n'avez pas de fiscalité. Donc, on y reviendra. Hein. Votre schéma, c'est apport à une holding, si c'est le bon schéma. Hein. Oui. Signature du pacte du travail par la holding et donation des titres de la holding du travail. Ok. Il faut faire un du travail, c'est péché. La base taxable, elle va devenir même pas 100 000 €. Donc il n'y aura pas de droit. C'est vrai, avec des enfants mineurs, on n'a pas le réflexe du pacte du trade. Il faut pas. Merci. Ne jamais avoir. Attention aux réflexes. Hein. C'est bien d'avoir des réflexes. Ça peut amener à la survie. Hein. Quand il y a un lion qui vous manger, courir, c'est bien. Mais quelquefois, ça devient des habitudes. Ah. Voilà. Non, il faut faire un du travail. Et il faut peut-être faire ça, il faut peut-être l'inverse. J'en sais rien. Hein. Ça dépend des objectifs du client et de sa psychologie. Hein. Mais vous voyez qu'on peut faire l'inverse. Ça veut dire, je donne à l'enfant sous condition d'apporter une société qui préexiste à l'IR. Et ensuite, c'est la société à l'IR qui veut vendre, qui veut céder l'entreprise. Ici, les fonds sont directement d'une société civile à l'IR. Alors qu'en faisant le schéma inverse, l'apport, donation, vente, puisque à un moment donné, ça peut aboutir à une vente, si je n'ai pas d'enfant repreneur, hein, notamment, eh bien, vous aurez vos liquidités enfermées dans des structures à l'IS. Si on a une vente qui peut intervenir pendant 20 ans, 25 ans. Oui, mais elle sera fermée à l'IS. Donc, vous aurez aujourd'hui 30% plus ACHR, enfin voilà quoi. Alors que là, les fonds sont directement disponibles. On peut avoir les deux. Hein. Un mixte, oui. On peut avoir les deux. Ça va? Oui. J'aurais une question. Dans le cadre de ce projet-là, par exemple, comme vous disiez, on peut faire la donation de l'apport à une société à l'IR et vendre dans 20 ans, ça pose aucun problème. Oui, alors, on aura... Oui, bien sûr. Alors, on ne pourra faire apport, c'est pour ça que personne ne fait, sans doute, c'est qu'il faut être patient, et tout le monde n'est pas patient. Parce qu'il faut attendre 6 ans avant d'apporter à la holding à l'IR, sauf exception.
Sauf si la holding répond aux exigences de la holding du trail, qu'on verra. Il y a quand même une chronologie à respecter. Oui, ça veut dire, alors, il faut créer la société civile, on verra la chronologie. Il faut que la société civile ici existe au moment de la donation. Puisque dans l'acte de donation, je pose la condition d'apporter à telle société. Il faut qu'elle soit préexistante. Sinon, je peux avoir le risque de réappropriation. Je suis en train de changer les conditions de la donation. Mais dans ce cadre-là, la société à l'IR, elle ne voit pas forcément d'activité si c'est un enfant mineur. Et alors? Ça pose aucun problème que c'est une société à l'IR. Non, aucun problème. Voilà. C'est encore il y a juste ce que vous avez dit tout à l'heure, faire écarter les règles de l'immigration légale. Mais là aussi, dans la chronologie ici inverse, c'est pareil. Quand on va donner à un enfant mineur, impérativement écarter les règles de l'administration légale, le recours à l'article 384 du Code civil. J'écarte le juge, je me nomme ce qu'on appelle tiers administrateur. Ça, c'est dans le pacte adjoint de manuel. Ah oui, il y a deux possibilités impératives, soit de le mettre dans la donation, donc dans le pacte adjoint au don manuel enregistré, ou dans l'acte notarié, dans le don notarié, peu importe. Ou alors, deuxième possibilité, c'est le testament. Mais nous, on anticipe, on n'attend pas un testament, enfin le décès pour transmettre. Mais l'utilité du testament, c'est très utile. Je préconise souvent de faire plein de testaments. Pourquoi? Parce que l'acceptation d'une succession est indivisible. Ce qui peut poser des problèmes. Ensuite, j'accepte ou je renonce totalement à la succession. Je ne peux pas le faire partiellement. Grâce au testament, je peux accepter tel testament, refuser tel autre, passer mon tour sur tel autre. Ça facilite grandement les transmissions. Ça, c'est valable pour tous les clients, y compris les non-chefs d'entreprise. C'est vraiment un truc à avoir en tête, toujours à proposer une fois sur deux, en fonction des situations. Voilà. Parce que quelquefois, c'est trop gros à absorber, quoi. C'est des charges supplémentaires. Alors, il lui fallu faire passer tout de suite à la transmission ensuite, en dessous, grâce au testament. D'accord. Et tout ce mécanisme, on va le voir ensemble? Ça, non, c'est plutôt dans les cours de transmission, mais ça me vient, l'idée me vient. J'aurai le plaisir de vous revoir en formation. Non, je plaisante. Je vais faire des formations ici, je pense, l'idée je vous consulterai là, sur ce sujet-là, mais j'ai envie de faire ici, je vis un peu au paradis, et puis de faire des séances intensives de formation pour essayer de maîtriser le plus possible la transversalité et également les actes, en fait, dès lors qu'on a la compétence juridique appropriée. Voilà. Donc, passer aux donations, à la rédaction des statuts, tout ça, quoi. Du coup, une essai à l'IR, si je vais un apport par la suite, mais pour le développement on va dire, de ma société opérationnelle, parce que le chef d'entreprise a des idées de développement par la suite. Ouais. Est-ce que c'est plus simple une holding à Alors, oui, alors ça peut, mais faites attention aussi. Est-ce que le mieux, au lieu de créer une holding, est-ce que le mieux, bien souvent, c'est pas de partir de sa société actuelle qui soit la holding? Oui, aussi. C'est parce que personne n'y pense. Parce que tous les conseils se disent on va créer une holding puisqu'on a la possession. C'est pour ça que, pas d'a priori, regardons un peu, si la holding s'avère indispensable, notamment pour créer d'autres entreprises, donc c'est l'IAS, certes, mais 9 fois sur 10, il est préférable que le client, mais c'est pas bon pour le conseiller, puisqu'il se prive d'une holding, évidemment, puis il n'y a plus l'apport, il n'y a plus la rémunération. Mais l'intérêt du client, dans la majeure partie des situations, c'est de partir de son entreprise qui va acquérir des cibles. Pourquoi? C'est bien mieux pour lui.
Alors, je ne sais pas si on voit dans ce cours-là, c'est plutôt dans le cours holding, mais pourquoi? Parce que sa société, elle fait des bénéfices. Donc, éventuellement, la fille qui veut racheter fait des pertes. Donc, vous voyez bien qu'on a une compensation naturelle des bénéfices et des pertes. Alors que s'il crée une holding, la holding, elle est en perte. Elle n'a pas de recette, elle vient d'être créée. Alors, ils vont inventer des conventions de service, et déjà, on essaye de tordre le cou pour avoir des avantages fiscaux. Hein? Donc, naturellement, on compense des bénéfices et des pertes si on part de l'entreprise actuelle. Et pour les dispositifs fiscaux, quand il y en a, on a vu que l'intérêt d'une holding animatrice pour le pacte du trail, mais s'il part de son entreprise pour faire la holding, il n'y a plus de souci. Il n'y a plus de question de savoir si la holding est animatrice ou pas. La société holding est opérationnelle. Donc, on a le dispositif du trail sur tous les actifs de la société. C'est bien plus avantageux. Alors, pour le conseil, évidemment, il n'a pas le conseil de la possession, donc pour son ego, c'est moins bien. Et puis, il n'a pas la création de la holding, donc pas de statut, enfin voilà. Oui, mais dans ce cadre-là, il ne faut pas modifier les statuts, je pense. Mais là, bien sûr. Dans les statuts, oui. de holding. Alors, oui, mais ça, c'est... Alors, ça, c'est une question de rédaction d'objet social. Oui. Donc, dès le départ, vous voyez, même pour maintenant, hein, je vous donne un exemple pour la rédaction de l'objet social de mes sociétés civiles, même pour les sociétés commerciales. Hein, quelquefois, ils s'ennuient au greffe, hein, parce qu'ils cherchent à quel code APE ils vont recourir. Parce que maintenant, mon objet social, il faut être vigilant notamment pour les sociétés civiles, parce que l'objet social des sociétés civiles détermine les pouvoirs du gérant, contrairement aux sociétés commerciales. Et donc maintenant, mes statuts, c'est la société civile peut accomplir tous les actes civils, quel qu'en soit le risque. Et je rajoute notamment immobilière. Ça, c'est pour avoir le code APE SCI, parce qu'ils sont un peu abrutis, l'INSEE et tout ça, ils veulent vous mettre dans des cases. À la SCI ou pas SCI. Bon. Donc, je dis notamment immobilière. Bon. Pour avoir le code APE. J'ai un client là, il a voulu faire le malin. Ah non, je veux pas. Enfin, faire le malin, il s'est dit jusqu'au bout. Moi, je vais pas mettre lui, c'est ma société civile, elle n'est pas I. Donc, et paf, tout le monde lui est tombé dessus. Tiens, maintenant, c'est les BIC. Et bien maintenant, parce qu'il ne rentrait pas dans la nomenclature de l'INSEE. Il n'y avait pas le bon code APE, donc l'administration fiscale en a tiré les conséquences qui allaient être imposées au BIC. Et donc après, il a galéré pour faire... Enfin, vous voyez, bon. Au-delà de ça, donc, je vais viser le code SCI, immobilière, de location éventuellement, ou de résidence principale. Les codes APE ne sont pas les mêmes. Hein. Et je rajoute dans les sociétés civiles à l'IR le COMODA. Le COMODA, ça veut dire que la société civile peut faire un prêt gratuit, par exemple, de ses biens à ses associés. Parce que, à un moment donné, j'ai vu une jurisprudence qui disait que non, parce que la personne a utilisé les biens de la société civile alors qu'il y avait d'autres associés, donc elle était redevable d'une indemnité d'occupation. Pour éviter l'indemnité d'occupation, le COMODA, paf. Oui. Donc, et pour les sociétés commerciales, il m'arrivait même à un moment donné de faire tout objet commercial, tout acte comme le commerce. Alors après, on me dit, mais c'est le code APE. Donc, quand le client... vous avez des clients, ils vous écrivent une page d'objet social. Ça, pour moi, ça, c'est dangereux. Ça veut dire que si vous avez oublié quelque chose, finalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Il va falloir changer l'objet social. Tandis que si vous partez d'un objet social très large, et vous dites notamment la charcuterie, tiens, voilà, ça y est, c'est bon. Notamment la prise de participation dans toute société, voilà. Vous voyez? J'ai répondu? Oui, c'est bon. Le plus large possible. Qui peut le plus, peut le moins. C'est bon, le schéma là, j'y reviendrai, ça. Et ici, la donation efface la plus-value. Alors que là, apport donation, la donation va effacer la plus-value
à condition que le donataire conserve les titres 5 ans de la holding. Donc je regarde, mais est-ce qu'il n'est pas... Vous voyez, souvent on me dit, Monsieur Auriol, vous voyez les choses à l'envers. Non, je fais les choses à l'envers, mais c'est pas, pour moi c'est à l'endroit. C'est les autres qui sont à l'envers. Enfin, il y a toujours un envers d'un endroit, hein, mais en fait, parce que tout le monde est, c'est-à-dire à 150 zéro bêter. Et puis vous avez une industrie, toute une industrie financière qui s'est créée sur le 150 zéro bêter maintenant. Hein. C'est tout un champ d'activité. Hein. Donc si j'arrive et puis je le mets en l'air, évidemment, encore empêchant... j'ai encore de moins en moins d'amis, hein, mais je ne suis pas là sur Terre pour avoir des amis, de toute façon. Donc l'idée, hein, c'est peut-être que c'était l'inverse. Et vous voyez qu'ici, c'est la holding, c'est la société opérationnelle qui pourra développer directement parce qu'elle a la trésorerie ici pour financer les acquisitions notamment. Alors que si elle crée une holding, il va falloir qu'elle remonte des dividendes dans la holding. Et vous avez fait un piège. Un piège. Il n'est pas judicieux Alors, il y a un schéma dont j'ai horreur. Enfin, j'ai horreur. Je force le trait un peu, hein, mais c'est celui qu'on voit partout. Celui qu'on voit partout, c'est que j'ai une holding, ce que vous voulez faire là, enfin pour votre client, qui détient 100% ou 95% pour le régime de l'intégration fiscale de la holding, de l'opérationnel. Je dis c'est nul. Alors, je force le trait, c'est nul. Mais c'est nul pourquoi? Parce qu'à un moment donné, s'il veut profiter de la vie, il veut vendre. Bon, sauf s'il veut mourir riche, hein, ou il meurt prématurément, mais à un moment donné, le patrimoine qu'il a construit, il a vocation à être vendu ou à être transmis à titre onéreux ou à titre gratuit. Et vous voyez bien que s'il trouve un acquéreur, l'acquéreur, bien souvent, il ne va pas vouloir acquérir la holding, il va vouloir acquérir la société opérationnelle. Donc, c'est la holding qui va vendre la société opérationnelle avec le régime fiscal suivant. C'est aujourd'hui, bien, on a le régime des titres de participation, un code part de frais et charges de 12% sur le brut, qui équivaut à peu près à un impôt de 4%. Donc la holding va payer un impôt de 4%, mais après, les liquidités, elles sont où? Elles sont dans la holding à l'IS. Je fais quoi? Je distribue à l'IR ou au PFU. Alors que si l'inverse, si je fais, je ne dis pas que c'est le bon schéma, ça va dépendre à chaque fois de la configuration familiale et des objectifs. Mais si je fais donation, apport-vente et qu'il veut développer au travers, ici, je n'ai pas besoin de nécessité de créer une holding, c'est sa société opérationnelle qui va investir ici. Alors, ce que je recommande toujours aussi, là, s'il veut acquérir des cibles, le mieux aussi, c'est que les enfants, pour moi, hein, le schéma optimisant, c'est que les enfants détiennent directement des parts, directement là-dessus, hein, des sociétés. Et que j'aime bien, en fait, quand une holding ne détient que 5%. Alors 5%, c'est pour le régime RFI, le régime des titres de participation, mais 5% du capital, quand c'est possible, du capital de sa fille. Toujours pareil, léger, pas cher, parce que la sortie s'avère très problématique parfois ici. Alors la sortie, non seulement en cas de vente, mais la sortie également quand j'ai plusieurs enfants, un repreneur, un non-repreneur. Regardez ici. J'ai des enfants, j'ai enfermé dans une holding passive, parce qu'elle n'est pas forcément toujours animatrice, je n'ai pas les moyens forcément, et j'ai deux enfants. J'ai un repreneur, non-repreneur. Vous voyez bien que je vais donner, je ne sais pas comment je vais transmettre ici avec la holding. Si l'enfant repreneur veut acquérir les parts de l'enfant non-repreneur, il va falloir qu'il crée à nouveau une holding. Holding 2. Ça pose des problèmes, je trouve. Alors que si on est directement dans l'opérationnel, si j'ai un enfant qui veut racheter les titres auprès de ses frères et sœurs, il va créer sa holding ici, mais les enfants seront tous directement dans l'opérationnel. Et non seulement fiscalement, c'est mieux, mais je préfère que les enfants, et moi-même, les chefs d'entreprise, détiennent directement des titres de la société opérationnelle, parce que pour moi, une holding, c'est que du papier.
Le pouvoir, il est là. Et là, je peux facilement faire une stratégie donation, apport, vente. Et quand vous dites, ouais, mais la société talière, rien n'empêche à un moment donné qu'il opte pour l'IS. Hein. Donc, s'il veut développer, dans le cas, regardez, hein, je ne sais pas si c'est le bon, hein, c'est mon intuition qui parle. C'est sa tête de pont de développement, c'est sa société actuelle qui a grossi. Et il prépare la transmission en donnant directement les... Alors, il faut peut-être qu'il change les statuts pour faire une SAS avec des actions de préférence. Après, il se posera éventuellement s'il veut bénéficier du régime TNS, tout ça. Mais on sait faire, hein, tout ça. Hein. On verra. Mais voilà. Et après, peut-être partir sur une opération, donc donation, apport-vente. Déjà, vous avez, vous voyez, un champ d'ouverture par rapport au conseil habituel. Et rien n'empêche après que la société, si elle est talière, opte pour l'IS. Voilà. Ce à quoi je vous invite, c'est d'avoir un schéma d'ensemble et ne jamais vous enfermer dans des schémas. C'est pour ça que bien souvent, le client me dit « Ah, je vous envoie mes documents. » Je dis « Non, 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 non. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas être pollué par des croyances. » Et donc, je regarde et puis, voilà, j'imagine une solution. Ça va? On termine par les objectifs. J'ai répondu ici? Vous avez des questions? Oui, oui, très bien, merci, très bien. C'est très clair. Oh, merci. Voilà. Et on les reverra, hein, tout ça, parce qu'après, c'est du mécano. Hein. Mais ne pas s'enfermer dans des schémas. Donc voilà, la chronologie des opérations, on a vu. Ouvrir le capital à des tiers, holding de rachat. On verra, hein. Bon, holding de rachat, oui, pourquoi pas, de rachat des titres. Mais les OBO, j'écarte, hein. Souvent. Alors, souvent. Pourquoi? Parce qu'un OBO, c'est la vente à soi-même, comme on dit, mais je vends mon entreprise à une holding. Ben, j'ai l'impôt sur la plus-value. Et après, je meurs, non? Et j'aurai les droits de mutation à titre gratuit. Sauf si le client a vraiment nécessité d'obtenir des liquidités, et je pense qu'il y a d'autres solutions pour en obtenir, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, ben, l'OBO, pour moi, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et le LBO, pareil, c'est l'horreur. Mais je ne peux pas dire ça parce que je me fais virer. C'est pas grave. Je vous ai tous les là aujourd'hui comme client. J'ai cette chance-là, je vous en remercie. Non, j'en sais, il y en a qui m'acceptent toujours. Voilà, mais plutôt que d'attendre qu'il y ait un enfant qui s'avère être repreneur et on va faire un LBO familial, comme ils disent, moi je n'ai pas ça. Pourquoi? Parce que je préconise toujours de mettre les enfants directement au capital dès la naissance. Après, on regardera s'il y a des repreneurs. Mais je les perfuse tout de suite aux valeurs de l'entreprise. Et il est sûr, une fois sur deux, enfin je ne sais pas quelle probabilité, mais que les enfants n'aient pas envie de reprendre lorsqu'ils voient le peu d'intérêt que les parents tirent à bosser comme des fous. Il faut bien un certain esprit de sacrifice, quoi. Parce qu'on aime l'entreprise. Et si les personnes n'ont jamais été au capital, il n'y a pas de risque qu'ils l'aiment. Et donc, qu'ils n'y travaillent pas. Voilà.